En août 1943, la police de New York intercepta une conversation téléphonique entre le chef de la mafia, Frank Costello, et le candidat à la magistrature. Au cours de cet échange, Costello promettait à Aurelio une issue favorable. Même si cette fuite provoqua un scandale et entraîna des poursuites judiciaires, la promesse a tout de même été tenue. Pendant plus de 20 ans, Costello exerça une influence presque totale sur le Parti démocrate de New York, tout en restant dans l'ombre la plupart du temps. Il échappa à des poursuites pénales majeures au moins 5 fois, et dans le monde criminel, il a gagné le surnom de « Premier ministre » pour le style diplomatique avec lequel il dirigeait l'organisation. Frank était, sans exagération, le chef mafieux le plus atypique. En privilégiant le jeu et le racket, en évitant la drogue et en limitant la violence au strict minimum, il a presque réussi à réaliser son rêve de devenir un homme d'affaires légitime. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui a atteint le sommet de la mafia italienne et qui a réussi à y rester pendant 20 ans, sans violence ou presque. Voici Frank Costello, de l'autre côté de la loi. Francisco Castiglia est né le 22 février 1891 de Luigi et Maria Castillo. Ses parents vivaient dans une petite ville italienne appelée Lauropoli. Au moment de la naissance de Francisco, la famille comptait déjà 5 enfants et les parents faisaient de leur mieux pour les nourrir. Maria travaillait comme tisserande et Luigi, avant la naissance du 6e enfant, avait déjà réussi à changer plusieurs fois de profession, ayant été soldat, garde-chasse et gardien de vignoble. Cependant, aucun de ces emplois ne permettait à Luigi de fournir à sa famille tout ce dont elle avait besoin. Ils durent même aller jusqu'à emprunter du pain à la boulangerie locale. Luigi envisage alors d'immigrer pour sortir de cette situation. En 1895, toute la famille déménage à New York et s'installe dans le quartier appelé à l'époque Little Italy. Comme on pouvait s'y attendre, le déménagement n'a pas apporté de montagne d'or, et la famille Castiglia a continué à lutter pour l'existence de la même manière. Sa mère emprunte de l'argent et ouvre une petite épicerie, tandis que son père travaille comme ouvrier sur des chantiers de construction. Peu à peu, Francisco commence lui aussi à contribuer au budget familial, mais en soutirant de l'argent à ses parents d'une manière différente. Dans un premier temps, après le déménagement, Maria a réussi à tenir son fils à l'écart de toute communication avec des éléments criminels, mais la période de l'adolescence s'est insinuée imperceptiblement et tous ses efforts ont été réduits à néant. À l'âge de 12 ans, Frank abandonne l'école et, avec son frère aîné Edward, plonge dans le chaudron bouillant de la criminalité de rue. Il commence par voler et organise des jeux de dés appelés craps pour leurs camarades. Frank est ensuite repéré par Ciro Terranova, figure des autorités locales, et se met à collecter pour lui de l'argent auprès des commerçants locaux, comme en témoigne l'arrestation de Costello en 1908 pour avoir menacé un marchand de charbon. Une autre arrestation de Frank aura lieu en 1912, alors qu'il est accusé de vol. Dans les deux cas, le jeune Italien réussit à s'en tirer. En 1915, cependant, la chance a tourné et Costello est condamné à 1 an de prison pour port illégal d'armes. Une légende naquit plus tard, selon laquelle cette arrestation aurait poussé Frank à relever la tête et à renoncer définitivement au port d'armes et à la participation personnelle à des crimes violents. Il s'agit en fait d'une exagération, démentie par plusieurs faits. Tout d'abord, en 1919, il a été arrêté par Vincent Rao pour vol qualifié. Ensuite, Albert Feldman, l'associé de Costello durant la Prohibition, qui est devenu plus tard témoin à charge pour les gouvernements, a déclaré que Costello, lors d'un différend avec un autre gangster nommé Emmanuel Kessler, l'avait menacé avec une arme à feu. Enfin, et cela relève davantage de la déduction que du fait avéré, il est hautement improbable qu'à une époque où les bootleggers se tiraient dessus à tout bout de champ, Costello évacuait ses occupations sans porter d'arme à feu, ne serait-ce que pour se défendre. Frank pouvait en effet se déplacer sans arme, mais il manifeste qu'il n'avait pas abandonné cette habitude après 1915. À sa sortie de prison en 1916, Costello reprit ses activités pour Ciro Terranova, tout en réalisant sa première opération de jeu. Il trouve un homme d'affaires juif, Henri Horowitz, qui gère ce que l'on pourrait appeler un parent éloigné des machines à sous modernes. Horowitz installait dans les bars des petites boîtes percées de trous dans lesquelles se trouvaient des papiers portant le nom du prix. Moyennant 5 cents, chacun pouvait obtenir un stylet spécial auprès du barman et tenter sa chance en tirant l'un des papiers. Les prix étaient généralement des articles peu coûteux, comme des lames de rasoir ou autres. Costello investit environ $3000 dans l'entreprise d'Horowitz et l'aide à trouver des nouveaux emplacements pour installer ses ancêtres de machines à sous. En 1 an de travail acharné, Frank et son partenaire parviennent à gagner environ $100 000, ce qui équivaudrait à 1,5 million en monnaie aujourd'hui. Cependant, la police a commencé à arrêter massivement les propriétaires de ces machines, ce qui a contraint Horowitz à fermer son entreprise après avoir déclaré faillite. Mais Costello n'a pas eu à s'affliger longtemps de la perte de si bons profits. Peu de temps après, le gouvernement américain annoncera l'introduction de la loi sur la prohibition, et il pourra gagner des dizaines, voire des millions. Comme je l'ai expliqué dans mes écrits précédents, la prohibition aux États-Unis était considérée par la grande majorité de la population comme une mauvaise farce. Rares étaient ceux qui voulaient réellement se battre pour la faire appliquer.
et cela s'appliquait aussi bien aux citoyens ordinaires qu'aux fonctionnaires, des plus modestes aux plus haut placés. La période de la Prohibition a engendré non seulement des milliers de trafiquants d'alcool, mais aussi une corruption généralisée qui a gangréné les plus hautes sphères du gouvernement. Par exemple, au début de la Prohibition, un homme d'affaires nommé George Remus a payé le procureur général Harry Dougherty d'environ 3 millions de dollars par an pour garder ses affaires secrètes. Au début des années 1920, Remus a ouvert une chaîne de pharmacies pour lesquelles il pouvait légalement produire et acheter de l'alcool, qui était ensuite revendu à des fins non médicales. Au cours de la première année de la Prohibition, George a revendu environ 3,5 millions de litres de whisky. Il n'est donc pas surprenant que Remus ait été l'homme qui, au début, a fourni la plupart des contrebandiers en marchandises. Costello, quant à lui, ne disposait à l'époque ni d'un capital impressionnant, ni de relations sérieuses. Au début, il achetait de l'alcool à des hommes d'affaires comme Remus et le revendait ensuite au bar. Pour élargir son champ d'activité, Frank se tourne vers un grand gangster juif nommé Arnold Rothstein. Il lui expose son projet de vente en gros d'alcool à New York et lui demande de lui prêter de l'argent pour le mettre en œuvre. Rothstein a vu le potentiel de cette idée et a donné l'argent à Costello, après quoi Frank a immédiatement commencé à réaliser son idée qui était la suivante. À proximité du Canada se trouvent 2 îles françaises, Saint-Pierre et Miquelon, sous juridiction française, où l'alcool n'est pas interdit. Costello se rend sur ces îles et organise un approvisionnement en gros en spiritueux. Dans un premier temps, le whisky est acheminé d'Europe vers les îles, puis des marins locaux s'en emparent et l'amènent sur les côtes de New York, ancrées en dehors des eaux territoriales. Ensuite, les bootleggers les abordaient dans des petites embarcations et transportaient les marchandises jusqu'au rivage où elles étaient chargées dans des camions et expédiées vers des entrepôts de la ville. Emmanuel Kessler, surnommé Manny, est un autre homme influent qui a aidé Costello à démarrer avec succès dans l'industrie du bootlegging. Kessler était un homme d'affaires bien informé qui, au début de la Prohibition, gagnait de l'argent en vendant de l'alcool provenant d'entrepôts gouvernementaux en corrompant les fonctionnaires responsables de sa protection. Kessler et Rothstein accordent à Frank un petit prêt pour l'achat de camions, puis achètent en gros les marchandises de Costello qu'ils revendent au bar. En quelques années, Frank Costello gagne plus d'1 million de dollars. Dès 1922, il avait déjà remboursé Rothstein et l'entreprise de contrebande d'alcool s'est développée à pas de géant. En 1923, lorsque Kessler est emprisonné pour avoir pris illégalement de l'alcool dans les entrepôts du gouvernement, Costello dispose, sans exagération, de sa propre flotte, qui comprend des dizaines de petits bateaux, de grands navires pour livrer les marchandises depuis les îles, plusieurs hydravions pour rechercher les navires perdus, ainsi que 2 radios qui voyagent constamment entre la côte et la frontière des eaux territoriales pour rester en contact avec les navires entrants. De plus, une partie des gardes-côtes a été achetée et travaille pour Costello, escortant les bateaux de vente d'alcool et avertissant les trafiquants d'alcool des patrouilles du gouvernement. Un seul homme à New York avait la même expérience de cette méthode de contrebande, William Vincent Dwyer, surnommé Big Bill. Costello n'a que 2 options face à Dwyer, soit essayer de le concurrencer, soit conclure une alliance avec Big Bill et prendre le contrôle d'une grande partie du marché illégal de l'alcool en gros. Frank choisit la seconde option et, pendant 3 ans de travail commun, l'organisation Costello-Dwyer, selon les estimations du gouvernement, a réalisé un chiffre d'affaires variant entre 120 et 180 millions de dollars, ce qui, en termes d'argent moderne, équivaudrait à 1,5 à 2 milliards de dollars. On ne sait pas exactement combien Frank Costello a reçu de cette organisation, mais je pense que ce n'est pas moins que Dwyer qui, en 1926, avait environ 10 millions de dollars sur ses comptes, ce qui, dans notre monnaie, équivaudrait à environ 120 millions de dollars, sans compter ses équipes sportives et autres actifs. Pourquoi ai-je donné ces chiffres pour 3 ans de travail, me direz-vous ? Parce qu'en 1926, Costello et Dwyer ont été arrêtés pour avoir organisé la contrebande d'alcool et sa distribution à grande échelle. Big Bill a été jugé en premier et a été condamné à 2 ans de prison. Costello, quant à lui, échappe à la sanction en remportant une bataille judiciaire acharnée. À l'avenir, bien que Frank continue à faire de la contrebande d'alcool, il ne sera plus jamais accusé de trafic pendant la Prohibition, et la peine de prison de Dwyer lui permettra de devenir le seul dirigeant du commerce de gros de l'alcool à New York pendant au moins 2 ans. Costello, en tant que simple soldat de la mafia, gagna autant, voire davantage, que les chefs de gang italiens de l'époque. Travaillant depuis sa jeunesse avec Ciro Terranova, il a d'abord été membre de la famille Morello, puis soldat de la famille Masseria, qui comprenait également ses futurs amis et partenaires Lucky Luciano, Joe Adonis et Willy Moretti, ainsi que son futur adversaire Vito Genovese. Cependant, malgré son appartenance à la famille, Frank évita autant que possible les conflits internes de l'organisation. Il n'existe aucune preuve que Costello ait pris une part active lorsque Masseria était en guerre contre Umberto Valenti ou Salvatore d'Acquia. Le seul conflit dans lequel il a été impliqué d'une manière ou d'une autre est la guerre de Castellamarese, dont j'ai parlé dans la vidéo sur Charles Luciano. Mais même dans ce cas, on ne se souvient de Costello que dans la mesure où il figurait sur la liste des personnes à abattre de Maranzano et où il a soutenu Luciano dans les tentatives d'assassinat de Masseria et de Maranzano.
Cela ne l'empêche pas, à la fin de la guerre des Castella-Marese, d'occuper le poste de conseiller de la famille Luciano. Costello obtient ce poste pour 3 raisons. Premièrement, il entretenait de bonnes relations avec Luciano. Deuxièmement, il a apporté plus d'argent à la famille que n'importe qui d'autre. Enfin, ses relations politiques et son influence sur le Parti démocrate new-yorkais étaient déjà très importantes à l'époque. Par exemple, en 1932, Costello assiste à la convention nationale du Parti démocrate à Chicago en compagnie du chef de la section new-yorkaise du parti, Jimmy Hines. Avec Hines et ses partisans, il persuade le reste de l'Assemblée que Franklin D. Roosevelt doit être désigné pour l'élection présidentielle en 1932. C'est exactement ce qui se produit et Roosevelt remporte l'élection. L'influence de Costello sur le Parti démocrate new-yorkais ne cessera de croître, tout comme le capital qu'il tire du commerce de l'alcool. Après l'abrogation de la prohibition, Frank Costello se transforma de contrebandier en véritable roi du jeu et en éminence grise d'un parti politique entier. Plus de 20 ans d'âge d'or pour Frank Costello s'achèvent. La principale vertu de Frank Costello, à savoir une influence tentaculaire sur la vie politique new-yorkaise, a pu devenir réalité pour 2 raisons. La première est la capacité de Frank à trouver la bonne approche des gens, ainsi qu'un talent pour nouer des alliances mutuellement bénéfiques. La seconde est un banal concours de circonstances. Costello s'est retrouvé au bon moment, au bon endroit et avec les bons fonds nécessaires. À New York, depuis le milieu du 19e siècle, la principale force politique était le Parti démocrate, représenté ici par une société appelée Tammany Hall. Cette société contrôlait les 3 branches du gouvernement de la grosse pomme, et tout fonctionnaire cherchant à obtenir un poste devait plaire à ses dirigeants. Pour obtenir une telle influence, les dirigeants de Tammany Hall avaient besoin de liquidités constantes, ainsi que des personnes dans les rues qui pouvaient, si nécessaire, mobiliser les électeurs si besoin. Qui avait les deux en abondance dans les années 1920 ? Les trafiquants d'alcool. Peu à peu, les gangsters et les hommes politiques ont commencé à conclure des alliances stratégiques. Les premiers donnaient de l'argent et les seconds les protégeaient de la loi. C'est à ce stade que réside le secret de l'influence politique de Costello. Si la plupart des chefs de la mafia travaillent avec des politiciens exclusivement selon le principe du donnant-donnant, Frank est allé beaucoup plus loin. Après avoir accédé aux dirigeants de Tammany Hall grâce à des pots de vin, il ne se contentait pas d'échanger des faveurs avec eux, mais il les mettait dans la confidence et se faisait des amis en étant constamment en compagnie d'hommes politiques. En 1932, lorsqu'il participe à une convention du parti à Chicago, Frank est déjà membre de l'organisation Tammany du West Side et assiste fréquemment à ses réunions. Costello ne se contentait pas de verser des pots de vin aux hommes politiques, il parvenait à s'insérer dans leur société et à s'y faire des amis et des partisans. Ajoutez à cela une position élevée dans la mafia qui contrôlait les rues et vous comprendrez pourquoi Costello est mentionné dans le lien clé entre la mafia et la politique. Dans un premier temps, Frank a influencé le pouvoir par l'intermédiaire du leader de Tammany, Jimmy Hines, avec lequel il entretenait un partenariat étroit, tout en aidant, pour ainsi dire, ses hommes à gravir les échelons au sein du Parti démocrate. C'est ainsi que, lorsque Hines a été démis de ses fonctions de dirigeant, les dirigeants du comté ont été placés sous le contrôle de Costello. Ces personnalités du parti étaient Paul F. Sarubi, John DeSalvio, également connu sous le nom de Jimmy Kelly, Abraham Rosenthal et Clarence Neal Jr. Chacun de ces hommes dirigeait une section dans son district et pouvait influencer l'élection du chef de Tammany Hall. Il en résulte la chaîne suivante. Tammany Hall dirige la ville de New York, son chef dirige cette force, les chefs de district influencent l'élection du chef et Costello contrôle les chefs d'arrondissement. Il est donc évident de savoir qui tire véritablement les ficelles. Frank Costello, en un peu plus de 10 ans, a réussi à entrer dans les cercles de l'organisation politique la plus puissante de New York. Puis, en aidant quelqu'un dans son développement de carrière ou en le rendant redevable d'une autre manière, il a fait en sorte que cette organisation ne puisse pas travailler sans tenir compte de son opinion. Il n'est pas surprenant qu'à l'avenir, de nombreuses personnes cherchant à occuper une fonction publique à New York s'adressent à Frank Costello pour obtenir de l'aide, ce qui ne ferait qu'augmenter le nombre de personnes qui lui sont redevables, et donc son influence politique. Cependant, Costello n'aurait peut-être jamais obtenu son rôle de cardinal gris sans la prohibition et l'énorme quantité d'argent qu'elle lui a apporté. C'est ce capital impressionnant qui a permis à Frank d'obtenir les clés de la porte de Tammany Hall. Contrairement à d'autres gangsters qui, après le trafic d'alcool, se sont lancés dans d'autres activités illégales, Costello a essayé d'investir dans des activités légitimes. Il dirigeait une société de construction de maisons, avec son vieil ami Henry Horowitz. Ils ouvrirent une société de production de glace. Ils possédaient une partie de la société qui avait des droits exclusifs de distribution du whisky écossais sous les marques House of Lords et King's Ransom, et investissaient dans l'ouverture de clubs et de restaurants, dont le plus célèbre était le Copacabana. Il convient également de noter que les investissements dans les activités légales de ces entreprises n'étaient manifestement pas limités, puisque dans la grande majorité des entreprises détenues par Costello, son nom n'apparaissait jamais officiellement, afin d'éviter des questions inutiles de la part du service des impôts. Le plus gros investissement de Frank était les machines à sous.
Au moment de l'abolition de la prohibition, New York comptait environ 5000 bandits manchots, dont Costello était le propriétaire. La poursuite de l'expansion des affaires sur le territoire de la Grande Pomme n'a été empêchée que par l'arrivée du maire républicain Fiorello della Guardia, qui en 1934 a déclaré par décision de justice que les affaires de Costello étaient interdites à New York. Mais cela ne dérangea pas outre mesure Frank, qui se contenta de déplacer les machines à sous à la Nouvelle-Orléans, où son entreprise fonctionnait tranquillement sous les auspices du député local, le démocrate Huey Long. La société propriétaire des bandits manchots était enregistrée au nom de Phil Kessel, ami et partenaire de Costello, et rapportait un peu plus de 500 000 $ par an, ce qui équivaudrait à 6,5 millions de dollars en monnaie aujourd'hui. Outre les machines à sous, Costello était également impliqué dans l'organisation de jeux d'argent. Avec Willie Moretti et Joe Adonis, il possédait une partie des établissements de jeux du New Jersey. En partenariat avec Frank Erickson, ils organisent un réseau de salles de paris dans tout le pays. En 1937, lorsque le chef de famille Charles Luciano a été emprisonné et que son adjoint Vito Genovese a été contraint de fuir en Italie, Costello est devenu le patron et a commencé à compléter son budget grâce au pourcentage qu'il percevait de toutes les entreprises et de tous les racketteurs qu'il contrôlait. À vrai dire, il faut dire que le plein pouvoir dans la famille, il les a reçus seulement après l'expulsion de Luciano en Italie, et avant cela, il a seulement exécuté les ordres de Charles de la prison. Mais cela ne change rien au fait que Costello n'était pas du tout fasciné par la position de patron. Il gagnait beaucoup d'argent et se considérait avant tout comme un homme d'affaires. Et la position de patron l'obligeait à s'impliquer dans toutes les activités de racket de la famille qu'il devait superviser. Bien que le chef de la mafia italienne soit isolé des actions des soldats et qu'il soit presque impossible de le relier à leurs actions, Costello, durant son règne, a tout de même exclu autant que possible toutes les manières sales de gagner de l'argent. Sous son règne, le trafic de drogue était interdit, et les jeux d'argent ainsi que le racket sont devenus la principale source de renflouement des caisses de la famille. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur les 20 ans de Costello en tant que chef. Il n'a rien fait pour changer radicalement la mafia. Pendant son règne, Frank a pratiquement transformé la famille en une entreprise semi-légale, dont l'objectif principal était de gagner de l'argent sans attirer l'attention, ce qui ne convenait pas à tous les membres de l'organisation, comme je l'expliquerai plus tard. Cependant, la majorité d'entre eux ont soutenu Frank, car son approche avait permis à de nombreux gangsters de faire fortune, surtout en sachant que le patron sera toujours en mesure de les aider grâce à ses relations politiques. Cela est confirmé par le fait que Costello n'a pas été démis de ses fonctions de chef, même après la révélation qu'il eut recours au service d'un psychiatre pendant environ 2 ans dans les années 40, en raison de problèmes de sommeil et d'attaques de panique. Ce fait confirme également l'idée que Costello était écrasé par le poids de sa fonction. Malgré le succès financier de l'organisation et le soutien de la majorité des membres de la famille, il causait des désagréments non négligeables, essentiellement psychologiques dans la vie de tous les jours. Frank, dans le cadre de son existence non liée à la mafia, cherchait à rejoindre la haute société, se voyant dans cette société et non dans la compagnie des gangsters, parmi lesquels il essayait de ne communiquer qu'avec un cercle étroit de partenaires et d'amis de confiance. Dans cette optique, il a même acheté une maison dans un village d'élite appelé Sandpoint, habité par des milliardaires et des cadres d'entreprise. Sa propriété, installée sur 1 hectare, comprenait une maison luxueusement meublée de 12 chambres. C'est là que Frank et sa femme se réfugiaient le week-end, loin de l'agitation de la ville. Pour vivre à New York, Costello disposait d'un penthouse de 7 pièces situé au 18e étage d'un immeuble situé juste en face de Central Park. L'appartement, décoré à l'ancienne, affichait des tableaux d'artistes célèbres sur les murs et une véritable cheminée à bois. Frank voulait entrer dans la haute société de la même manière qu'il était entré en politique, en utilisant l'argent pour s'acheter un statut au sein de l'élite. À cette fin, il a également fait don de sommes considérables à l'organisation caritative de l'Armée du Salut, dont il était l'un des 200 plus grands mécènes. Mais l'expérience montra que tout cela était vain. Sa réputation de gangster lui restait collée à la peau. Quels que soient les revenus de son organisation, peu importe le nombre de procès qu'il a gagnés, peu importe l'argent qu'il a versé à des œuvres de charité, et quelle que soit la rapidité avec laquelle Costello tentait de fuir sa réputation de gangster, les vies et les actes passés commençaient à se manifester de plus en plus clairement et allaient bientôt faire tomber le Premier ministre qui n'avait de cesse de les fuir. Frank Costello est l'un des rares gangsters de ces années-là à avoir déjoué à plusieurs reprises les attaques des forces de l'ordre. Sa première arrestation remonte à 1926 pour trafic d'alcool, lorsqu'un rat s'est introduit dans son organisation avec Dwyer. L'un des capitaines qui ramenait de l'alcool des îles tomba entre les mains de la police et commença à opérer l'enquête. Frank a réussi à s'en tirer devant le tribunal en faisant valoir que, pour réunir des preuves contre lui, la police devait d'abord utiliser des écoutes téléphoniques sans autorisation appropriée, puis avait intégré un agent infiltré dans son organisation qui avait recruté ses hommes pour qu'ils témoignent. Il convient de noter qu'à l'époque, de telles tactiques étaient nouvelles et considérées comme controversées. Par ailleurs, lors du procès, Costello n'a pas pu s'entretenir avec le capitaine ayant fait défection, qui s'est suicidé peu de temps avant de pouvoir témoigner. Le jury a donc acquitté Costello.
La deuxième attaque est venue du maire de la Guardia en 1933-1934, lorsqu'il s'est prononcé contre les machines à sous de Frank. Comme je l'ai dit, Costello a simplement déplacé son activité à la Nouvelle-Orléans. La troisième fois, le ministre était déjà dans le collimateur du FBI en 1935, qui soupçonnait Frank d'avoir facilité un grand braquage et d'avoir transféré le butin à New York. Il est jugé la même année, mais il est libéré moyennant caution de $10 000. En 1937, l'accusation est abandonnée, faute de preuves. La même année, le procureur Thomas Dewey, qui allait enfermer Luciano un an plus tard, et le maire de la Guardia tentèrent pour la première fois d'associer Costello à la société qui forçait les restaurateurs de New York à n'acheter de l'alcool qu'auprès d'elle. La raison en était que le whisky, qui venait d'Écosse, était distribué par l'intermédiaire de cette société. Les autorités ont ensuite décidé d'impliquer l'associé de Costello dans les bookmakers, Frank Erickson, en attribuant parallèlement cette affaire à Costello. Cette fois encore, les autorités ont échoué, car il a été impossible de prouver que Frank avait quelque chose à voir avec l'une ou l'autre de ces sociétés. En outre, Erickson a également réussi à éviter l'emprisonnement. Costello a même réussi en 1939 à échapper à une condamnation pour fraude fiscale. Lui et son associé Phil Castle étaient accusés d'avoir dissimulé des bénéfices provenant de machines à sous, et le montant des impôts non payés sur ces bénéfices s'élevait à pas moins de $500 000. La première défaite de Costello s'est produite en 1950. Il s'agit des auditions de Kefauver. Ces auditions sénatoriales se sont déroulées dans 14 villes des États-Unis et plus de 800 témoins ont comparu devant une commission sénatoriale. À l'origine, les auditions devaient porter sur les jeux d'argent, mais elles se sont finalement transformées en discussions sur tous les aspects de la criminalité organisée. Le procès lui-même a débuté en 1950, mais le tour de Costello de comparaître devant le Sénat n'est arrivé que le 13 mars 1951. Le premier jour, Frank est interrogé sur des transactions à l'époque de la Prohibition. Le deuxième, ils reviennent sur les machines à sous et les liens avec les jeux d'argent, et expriment des doutes sur la véracité de ses propos, Costello évitant souvent les questions ou les réponses évasives. Le troisième jour, Frank refuse de continuer à témoigner, invoquant un mal de gorge. Le quatrième jour, le 19 mars, il doit s'expliquer sur son rôle dans les milieux politiques. Bien que ces auditions n'aient pas entraîné d'autres sanctions pour Costello, ses réponses évasives ainsi que son refus de fournir un compte-rendu de ses finances ont permis aux autorités de savoir où et comment frapper pour mettre définitivement hors d'état de nuire le premier ministre de la mafia. Des audits à grande échelle des finances de Costello ont commencé, et comme plan de secours, les autorités ont commencé à chercher une occasion de priver Frank de sa citoyenneté et de l'expulser vers l'Italie. Parallèlement, les nuages s'amoncellent autour de Costello et dans le monde du crime. Au milieu des années 40, juste avant l'expulsion de Luciano vers l'Italie, Vito Genovese revient aux États-Unis. Tout d'abord, avant son départ pour l'Italie, Vito Genovese avait lui-même été l'adjoint, puis le chef de la famille. Ensuite, la principale source de revenus de Vito était le trafic de drogue, ce que Costello interdisait absolument. Cependant, Genovese ne peut pas déclencher immédiatement un conflit ouvert, car Frank a des alliés assez puissants. Il commence donc à attendre et à rassembler autour de lui ceux qui sont également mécontents de Costello. Le premier coup de Genovese est donné à l'occasion des audiences de Kefauver. L'adjoint de Costello, Willie Moretti, qui avait une 60aine de militants sous ses ordres, constituait à bien des égards un rempart pour Frank. Cependant, Moretti souffrait de syphilis et son jugement commençait à lui faire défaut, comme ce fut le cas lorsqu'il se présenta devant le Sénat et faillit en dire trop. Genovese utilise cette situation à son avantage et convainc d'autres chefs de la mafia qu'il faut se débarrasser de Moretti avant qu'il ne dise quelque chose d'inutile. En octobre 1951, Costello perd son premier allié. Outre Moretti, les audiences de Kefauver privent Frank d'un autre homme de confiance. En mai 1951, Joe Adonis est emprisonné et sera déporté en Italie en 1953. Cerise sur le gâteau, en août 1952, Costello lui-même est emprisonné pour outrage au Sénat, pour avoir refusé de témoigner, dissimulant son mal de gorge. À la fin de l'année 1953, Frank est libéré, mais il est immédiatement accusé de fraude fiscale. En 1956, il retourne en prison, cette fois pour 5 ans, mais sort au bout de 11 mois. Son avocat le fait sortir de prison pour une révision de l'affaire. Pendant que Costello est occupé à plaider, Genovese continue systématiquement à éliminer ses alliés, et en même temps à trouver d'autres partisans. Et la condamnation de Frank à 5 ans de prison, selon le plan de Vito, aurait dû lui permettre de prendre enfin en main le pouvoir dans la famille. Tout est bouleversé par la libération inattendue de Costello en mars 1957. Pour atteindre son objectif, Genovese n'a d'autre choix que de passer à l'offensive. En mai 1957, il charge un soldat de la famille, Vincent Gigant, d'éliminer Frank Costello. Gigant traqua Costello dans le hall d'entrée de sa maison et, en disant « Ceci est pour toi, Frank », appuya sur la gâchette de son pistolet. La balle, tirée sur la tête de Costello, transperce son chapeau et n'érafle que légèrement son crâne. La tentative est un échec. Costello sait très bien qui l'a commandité et pourquoi.
et dès que l'agitation s'est un peu calmée, il appelle Genovese pour négocier. Lors de cette réunion, Vito et lui se sont mis d'accord pour que Frank lui-même abandonne le poste de patron de la famille et prenne sa retraite, et Genovese a promis qu'il n'essaierait pas de le tuer et qu'il garderait toutes ses sources de revenus pour Costello. Après avoir quitté son poste de patron, Frank se bat une année de plus au tribunal pour fraude fiscale, mais il finit par perdre, et à la fin de l'année 1958, il retourne en prison pour y purger le reste de sa peine, où il reçoit un nouveau coup sous la forme d'une révocation de sa citoyenneté. Bien qu'il ne soit pas expulsé, ce fait n'améliore pas la situation du vieux gangster. À sa sortie de prison, Costello mènera une vie discrète, paiera ses impôts et n'attirera plus l'attention des autorités pour ses actions. Frank, comme on l'appelle, prendra sa retraite. Lui et sa femme vivront dans un appartement à New York, se rendant dans leur propriété des Sandpoints pour les week-ends. En semaine, Costello rencontre les quelques vieilles connaissances qui ont eu la chance de vivre jusqu'à son âge avancé, dîne avec elles dans des restaurants et retourne chez sa femme le soir. Ses investissements passés lui ont rapporté suffisamment de bénéfices pour qu'il puisse vivre le reste de ses jours dans la richesse et la prospérité. Costello, après les problèmes qu'il a connus à la fin de sa vie, a pu profiter d'une retraite bien méritée de 10 ans et a quitté notre monde dans son lit à l'âge de 83 ans. Le 18 février 1973, il meurt à l'hôpital d'une crise cardiaque. Telle est l'histoire de Frank Costello. Une histoire qui montre que, même dans un environnement criminel, il est possible d'atteindre de grands sommets en s'appuyant sur les mots plutôt que sur la force brute.